changing your individual position. I don't want one position, I want all positions. Le cinquième élément, 1997, réalisé par Luc Besson, est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est un défilé de haute couture dans un champ de bataille néon, une opéra futuriste jouée à l'intérieur d'un taxi volant poursuivi par la police. C'est un rêve fiévreux fluorescent de 2 heures qui, d'une manière ou d'une autre, raconte une histoire d'amour et de rédemption. Les critiques l'ont détesté. Le public l'a adoré. Et près de 3 décennies plus tard, il continue de vivre, de respirer et d'inspirer comme un monument à la créativité sans limite. Mais derrière ces visuels éblouissants et son univers sonore cosmique se cache un parcours créatif mouvementé. Un scénario conçu sur 2 décennies, un héros et un méchant qui ne se rencontrent jamais face à face, et un rôle emblématique qui aurait pu revenir à une légende de la musique si celle-ci n'avait pas décliné à cause du costume conçu pour elle. Ces anecdotes de coulisses ne sont pas que des curiosités, elles constituent l'âme même du 5e élément des fragments que vous ne connaissiez peut-être pas jusqu'à présent. 1. La plus grande explosion en intérieur de l'histoire du cinéma. Le mot-clé du 5e élément est « chaos » à l'écran, comme dans les coulisses. Et rien ne capture mieux ce chaos que la scène où l'opéra de la planète Fhloston Paradise explose en morceaux. Normalement, une scène comme celle-ci aurait été réalisée avec des maquettes ou des effets numériques. Mais Luc Besson voulait de l'authenticité. Il voulait une vraie explosion. L'équipe fit appel à l'un des immenses plateaux 007 des studios Pinewood à Londres. À l'intérieur, ils construisirent une section grandeur nature de l'opéra. Puis, ils la bourrèrent de véritables explosifs. À l'époque, c'était la plus grande explosion en intérieur jamais filmée pour un film. Le risque était énorme. Ils n'avaient qu'une seule prise, un pari du type « tout ou rien ». Si quelque chose tournait mal, une caméra en panne, une explosion mal orientée, un éclairage inadéquat toute la scène et des jours de construction méticuleuse seraient top perdus. Des dizaines de caméras furent positionnées sous tous les angles. Les murs furent conçus pour s'effondrer de manière contrôlée. Des pompiers et des experts en sécurité étaient sur place, prêts au pire. Quand le cri « Action » retentit et que le détonateur fut activé, tout le plateau trembla. Une boule de feu massive éclata déchirant le décor, projetant des débris dans toutes les directions. C'était parfait, c'était chaotique, c'était dangereux. Et cela devint un moment cinématographique, légendaire, un témoignage de l'audace de Besson. Dans un film rempli d'idées folles, celle-ci s'embrasa littéralement. Elle incarnait la philosophie de réalisation de Besson. Pourquoi tricher quand on peut le faire pour de vrai? Pourquoi s'appuyer sur des effets spéciaux quand on peut déclencher une véritable explosion? L'authenticité, même dans le cadre le plus fantastique, est ce qui donne au film son poids. 2. Le rôle de Ruby Rhod, qui faillit appartenir à la légende Prince. Ruby Rhod est une tornade d'imprimés léopard de cheveux blonds platine, de manières exubérantes et de cris perçants. C'est une superstar médiatique intergalactique, un DJ extravagant qui vole la vedette dans chaque scène où il apparaît. Et ce rôle, pendant un moment, faillit appartenir à un roi. Avant que Chris Tucker ne transforme Ruby Rhod en icône, Luc Besson avait écrit ce rôle pour une seule personne, le légendaire Prince. Pensez-y une seconde. Prince, l'incarnation de l'androgynie, un maître du style, un génie musical avec une voix et un charisme incomparables. Prince était Ruby Rhod. Besson lui envoya le scénario et Prince l'adora. Il fut intrigué par la folie pure du film. Une rencontre fut organisée à Paris. Le costumier Jean-Paul Gaultier, une autre légende, prépara des croquis pour Ruby Rhod. Ils étaient audacieux, à l'extrême combinaison intégrale, en résil dentelle, coupes osées et talons hauts. Dans son excitation, Gaultier expliqua à Prince dans son anglais approximatif « C'est comme plein de sangles de filets et des pantalons sans fesses ». Prince, célèbre pour son audace vestimentaire,
se contenta de sourire sans rien dire. Après la réunion, le manager de Prince appela Besson. « Luc, je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais il ne le fera pas. » La raison, les costumes étaient trop féminins, trop extrêmes, même pour Prince. Besson fut anéanti. Son rêve d'un Ruby Rhod interprété par Prince s'évapora. La production dut se démener pour trouver un remplaçant. Et ils trouvèrent Chris Tucker, un jeune comédien avec une énergie totalement différente. Pas l'allure sensuelle et mystérieuse de Prince, mais une énergie frénétique fulgurante et une voix aiguë inimitable. Tucker s'appropria le rôle mêlant les mouvements de danse de Michael Jackson au style de Prince pour créer une machine à hurler et à faire rire. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez encore sentir l'ombre de Prince dans l'ADN du personnage. Ruby Rhod n'a pas été écrit pour Chris Tucker. Il a été écrit pour un roi. 3. Un triangle amoureux sur le plateau. À l'écran, Diva Plava Laguna est un moment de pur cinéma, une alien bleue imposante à la voix, capable de faire fondre la pierre et porteuse des pierres élémentaires, la clé pour sauver l'univers. Son chant est un mélange magique d'opéra classique et de pop électronique, un son venu du futur à la fois surnaturel et empreint d'une profonde tristesse. Elle incarne l'espoir et le sacrifice. Mais derrière le maquillage complexe et les projecteurs de la scène, une tragédie bien réelle se déroulait, une tragédie qui colorera à jamais cette performance immortelle. La femme sous cette peau bleue était Maïwenn Lebesco, une actrice talentueuse et l'épouse du réalisateur Luc Besson. C'est Besson lui-même qui choisit sa femme pour ce rôle clé, une décision qui à première vue semblait romantique. Il dirigeait chacun de ses gestes, chacun de ses regards pour créer un être à la fois majestueux et fragile. Pourtant, une vérité cruelle se jouait en parallèle. Tout en guidant sa femme dans sa performance, le cœur de Luc Besson dérivait lentement vers une autre personne, une jeune mannequin ukrainienne de 19 ans inconnue, choisie parmi 8000 candidates pour incarner Lilou. Son nom était Milla Jovovich. La relation entre Besson et Milla s'épanouit directement sur le plateau. Elle débuta lors de sessions d'études communes pour le langage divin, une langue fictive que Besson avait inventée pour le film. Elle grandit à travers de longues nuits passées à réécrire le scénario cherchant l'âme de Lilou. L'énergie de Milla sauvage mais innocente, puissante mais vulnérable, captivait totalement le réalisateur. Leur connexion était indéniable, trop rapide, trop intense. Imaginez ceci: chaque jour, Maïwenn passait des heures dans la chaise de maquillage pendant que des spécialistes la transformaient en être extraterrestre. Elle enfilait un costume lourd et encombrant et arrivait sur le plateau pour jouer l'une des scènes les plus importantes du film. Et là, elle devait regarder son mari, l'homme qu'elle aimait tomber de plus en plus amoureux d'une autre femme, 2 fois plus jeune qu'elle. Il n'y eut aucun scandale public, aucune dispute bruyante. Seulement un glissement silencieux et douloureux dans l'orbite de leur vie. Lorsque le tournage se termina, il en alla de même pour le mariage de Besson et Maïwenn. Il officialisa sa relation avec Milla Jovovich immédiatement après. La femme qui jouait la gardienne de la clé pour sauver le monde fut forcée de rester en coulisses impuissante tandis que son propre monde s'effondrait. Dans la version finale du film, vous pouvez le ressentir, 2 femmes toutes 2 rayonnantes, toutes 2 inoubliables, chacune portant un chagrin d'un genre différent. 4. L'arme de Zorg qui faillit mettre le feu au plateau. Le Zorg ZF-1 est le rêve de tout amateur d'armes. Il a une mitrailleuse, des roquettes, un filet électrique, des fléchettes empoisonnées, un spray givreur et bien sûr un lance-flamme. Et ce lance-flamme, il était réel. Dans la quête d'une authenticité maximale, le département des accessoires construisit un ZF-1 pleinement fonctionnel avec un véritable système de lance-flamme. Lors d'un test sur le plateau, les choses échappèrent rapidement à tout contrôle. Gary Oldman appuya sur la gâchette. Un énorme jet de feu jaillit, mais pas vers l'avant.
Au lieu de cela, il monta trop haut, léchant l'échafaudage et le plafond du plateau. Le tissu ignifuge commença à fumer. Des cris éclatèrent. Les membres de l'équipe se précipitèrent avec des extincteurs. Heureusement, l'incendie fut maîtrisé à temps et personne ne fut blessé. Mais le message était clair, ce n'était pas un film sûr. Même les accessoires comportaient des risques mortels. Et c'était exactement ce que Luc Besson aimait. Il voulait un chaos palpable, un danger visible. Loin de les effrayer, l'incident renforça la détermination de l'équipe. Ils étaient en train de créer quelque chose de véritablement sauvage et imprévisible. Cette arme, comme le film lui-même, était une machine complexe, légèrement dérangée, qui aboutit finalement à un résultat inoubliable. Elle devint le symbole d'un style de réalisation qui a presque disparu à l'ère du numérique, un style où le risque réel faisait partie intégrante du processus créatif. 5. Les costumes torture. Jean-Paul Gaultier créa plus de 2000 costumes pour le film, chacun une véritable œuvre d'art. Mais parfois, l'art exige de la souffrance. Commençons par les Mondoshawans, ces énormes aliens maladroits qui apparaissent au début du film. À l'écran, ils ressemblent à des robots dorés en armure. En réalité, ce sont des acteurs coincés dans des combinaisons en mousse et en latex, pesant près de 40 kg, 88 livres. Il n'y avait aucune ventilation à l'intérieur. Porter un tel costume, c'était comme enfiler une armure et courir un marathon à l'intérieur d'un sauna. Leurs mouvements lents et délibérés n'étaient pas un choix stylistique. Ils essayaient de ne pas s'évanouir. Pendant le tournage, un acteur s'est effectivement effondré à cause d'un coup de chaleur. Il a dû être sorti du costume hydraté et stabilisé. Ces pas lourds et majestueux que vous voyez dans le film étaient en réalité une lutte pour survivre. Et puis, il y avait Chris Tucker. La tenue léopard de Ruby Rhod comportait une armature rigide le long de la colonne vertébrale pour maintenir sa forme. Cela signifiait que Chris Tucker ne pouvait pas s'asseoir. Il ne pouvait pas se pencher. Il pouvait respirer, mais à peine. Entre les prises, pendant que tout le monde se détendait sur des chaises, Tucker devait rester debout, appuyé contre un mur ou un panneau spécial. Il passa des journées entières à tourner dans ces conditions, transpirant et souffrant de douleurs au dos. Pourtant, à l'écran, cela ne se voit pas. Tout ce que vous voyez, c'est une tornade d'énergie, criant, dansant et captant toute l'attention. Parfois, la voix la plus forte de la galaxie vient de quelqu'un qui ne peut même pas s'asseoir. Les sacrifices des acteurs ont donné au film une réalité tangible dans un monde complètement fictif. Vous pouvez sentir le poids des costumes des Mondoshawan, la contrainte de celui de Ruby Rhod, et c'est ce qui rend le cinquième élément vivant et non pas simplement un rêve numérique. 6. Le méchant et le héros qui ne se rencontrent jamais. C'est une règle tacite d'Hollywood. Le héros et le méchant doivent avoir une confrontation finale, un duel, un affrontement d'esprit, un combat culminant. C'est ce que le public attend. Luc Besson a lu cette règle, l'a déchirée et jetée à la poubelle. En 2 heures et 6 minutes, le héros Corbin Dallas, Bruce Willis, et le méchant Jean-Baptiste, Emmanuel Zorg, Gary Oldman ne partagent pas une seule scène ensemble. Ils ne se parlent pas, ils ne se voient même pas. Ils ne sont jamais au même endroit, au même moment jamais. Ce n'était pas une coïncidence due au planning. C'était un choix artistique délibéré, une subversion audacieuse de la tradition. Besson voulait que leur conflit se déroule de manière indirecte par des effets en cascade. Les actions de Zorg, comme envoyer les Mangalores voler les pierres élémentaires, causent directement des problèmes à Corben. Les actions de Corben, comme protéger Lilou, sabotent directement les plans de Zorg. Ils sont comme 2 planètes dans le même système solaire, leurs orbites s'influencent et se perturbent constamment, mais elles ne se croisent jamais. Zorg meurt seul à bord de son vaisseau, victime de la bombe qu'il destinait à d'autres. Corben ne sait même pas qui est Zorg ni comment il est mort. Il est trop occupé à sauver le monde et à aimer Lilou. Cela crée une tension étrange mais efficace. Le ennemi n'est pas seulement une personne que Corben doit vaincre, mais un système, une force de cupidité et de destruction que Zorg incarne.
En supprimant l'affrontement traditionnel, Besson élève le conflit à quelque chose de plus abstrait, montrant que parfois, l'ennemi le plus dangereux est celui que vous ne voyez même pas. C'est un choix qui défie la structure classique en 3 actes, mais qui renforce le thème du film dans un univers vaste et chaotique. Les batailles les plus importantes ne se livrent pas toujours face à face. Parfois, la victoire réside simplement dans la survie aux répercussions créées par votre ennemi et dans la protection de ce que vous aimez. 7. Les origines du film dans le rêve d'un adolescent de 16 ans. Bien avant qu'il y ait des voitures volantes, des costumes de Gaultier et des explosions gigantesques, il n'y avait qu'un garçon tranquille vivant dans un petit village en France, Luc Besson. Il n'a pas grandi dans une famille artistique. Ses parents étaient des instructeurs de plongée sous-marine et son enfance était liée à l'océan. Il n'avait pas de télévision, peu d'amis. Ce qu'il avait, c'était l'isolement et une imagination sans fin. À 16 ans, pour échapper à l'ennui et à la solitude, il commença à écrire. Il ne cherchait pas à créer un scénario de film. Il construisait un monde, un endroit où s'évader. Il imagina un chauffeur de taxi malchanceux nommé Corben Dallas. Il imagina un être parfait aux cheveux orange flamme nommé Lilou. Il imagina un impitoyable magnate des armes nommé Zorg. Il dessina des villes volantes, des races extraterrestres, des histoires dans les histoires. C'était son univers privé, un endroit où tout avait un ordre et une signification, contrairement au monde réel qui l'entourait. Ce carnet resta avec lui pendant des années. Il fallut plus de 2 décennies avant que le refuge adolescent qu'il avait créé puisse devenir un projet de film. Et quand cela arriva, enfin ce fut un monstre, le film européen le plus cher jamais réalisé à l'époque, avec un budget de 90 millions de dollars. Un pari colossal, mais enfoui sous les visuels extravagants, les batailles au laser et l'humour absurde, il y avait encore l'âme de ce garçon solitaire de 16 ans, écrivant pour s'échapper. Pour toute sa folie et ses couleurs, le film est au fond une histoire de connexion, celle d'un homme seul, Corben, trouvant un but lorsqu'une parfaite inconnue, Lilou, tombe dans sa vie. C'est un reflet de Besson lui-même, un garçon solitaire, qui trouva une connexion et un but en construisant son propre univers. 8. Milla Jovovich, une véritable héroïne d'action. Lilou n'est pas juste l'être parfait. Elle est l'arme ultime, une tornade de coups de poing et de coups de pied défiant la gravité. Et une grande partie de cette férocité vient directement de Milla Jovovich elle-même. Alors que beaucoup d'acteurs s'appuient fortement sur des doublures pour les scènes dangereuses, Milla était déterminée à réaliser la plupart des scènes d'action de Lilou par elle-même. Elle s'est lancée dans des mois d'entraînement intensifs, maîtrisant le karaté, le kickboxing et le travail avec des câbles. Pensez à la scène emblématique du couloir où Lilou met à terre une escouade de Mangalores, lourdement armée, avec rien d'autre que ses mains nues. Ce n'était pas un tour de passe-passe numérique. Et pour la plupart des plans, ce n'était pas une doublure en perruque orange, c'était Milla. Elle effectuait les coups de pied tournant les acrobaties, répétant les prises jusqu'à l'épuisement. Son engagement a repoussé les limites de ce qu'on attendait d'une actrice principale. Elle acceptait les bleus et les égratignures pour offrir une authenticité totale. Car pour que le 5e élément convainque vraiment son arme ultime devait saigner, combattre et tomber avec une détermination humaine. Cet engagement n'a pas seulement produit des scènes d'action spectaculaires, il a façonné le personnage de Lilou. Sa force ne venait pas seulement de son ADN conçu en laboratoire. Elle venait de la sueur et de la résolution de l'actrice qui lui donnait vie. Quand vous voyez Lilou se battre, vous ne voyez pas seulement un personnage, vous voyez la dévotion de Milla Jovovich et cela rend sa victoire d'autant plus significative. 9. Mel Gibson a failli incarner Corben Dallas. L'histoire du cinéma est jonchée de récits de « et si ?» et le 5e élément en a quelques-uns qui auraient pu complètement remodeler le film. Nous avons déjà évoqué Prince, mais qu'en est-il du rôle principal? Avant que Bruce Willis ne signe pour jouer Corben Dallas, le studio avait un plan B, Mel Gibson. Arrêtez-vous un instant et imaginez cela Mel Gibson, juste après le triomphe mondial de Braveheart, une véritable star du box-office.
son énergie était totalement différente, plus sérieuse, plus intense, moins encline à l'humour. Le Korben Dallas de Mel Gibson aurait pu être un héros d'action plus sombre, plus froid. Mais Besson hésita. Il sentait que l'énergie de Gibson ne convenait pas. Il avait besoin de quelqu'un capable de gérer le chaos tout en affichant un sourire et en lançant une réplique sèche en pleine tempête. Il avait besoin d'un héros ordinaire, quelqu'un usé par le monde, pas un guerrier prêt au combat. Il avait besoin de Bruce Willis. Avec la personnalité de John McClane de Die Hard Willis, était le choix parfait capable de livrer de l'action fiable, tout en étant ce type désabusé qui se plaint de ses ennuis. Il apporta humanité et vulnérabilité à Korben, des qualités que Mel Gibson n'aurait peut-être pas transmises. Willis accepta et tout changea. Korben Dallas devint héros réticent, fatigué, malchanceux, conduisant un taxi chargé de destin. Avec Gibson, le film aurait peut-être été plus froid, mais avec Bruce, il s'envola. 10. Le langage divin est devenu un langage d'amour. La langue extraterrestre parlée par Lilou, connue sous le nom de langage divin, n'était pas un simple charabia improvisé. Luc Besson l'a lui-même créé pendant qu'il écrivait le scénario. C'était une langue entièrement construite, un conlangue, avec sa propre grammaire et un vocabulaire de plus de 400 mots. Il donna à Milla Jovovich un dictionnaire de cette langue à étudier. Ensemble, ils la pratiquèrent, l'affinèrent et s'amusèrent avec elle. Et à mesure que leur relation dans la vie réelle se développait, ils commencèrent à utiliser le langage divin pour une autre raison. Il devint leur code amoureux privé. Ils écrivaient des lettres d'amour et échangeaient des notes secrètes dans une langue que personne d'autre sur le plateau ne pouvait comprendre. Ils se la murmuraient entre les prises. Des mots inventés pour un univers fictif devinrent le véhicule d'une romance bien réelle. Cette romance ne dura pas éternellement, ils divorcèrent après quelques années, mais la langue resta. Et dans le film, chaque syllabe prononcée par Milla n'était pas de l'improvisation, c'était fluide, soigneusement répété et profondément personnel. Alien à l'écran intime dans la vraie vie. Cela ajouta une couche invisible, mais tangible de profondeur à la performance de Milla. Quand Lilou parle, il y a une sincérité et une familiarité dans son ton, parce que pour l'actrice, ses répliques n'étaient pas juste un dialogue, elles faisaient partie de son histoire personnelle. 11. Gary Oldman accepta le rôle sans comprendre le scénario. Gary Oldman n'a pas auditionné. Il n'a pas couru après le rôle de Zorg, il l'a accepté presque sans réfléchir. Pourquoi ? Par amitié. Quelques années plus tôt, Luc Besson avait produit Les Moissons du ciel Nil, by Muth, un film profondément personnel, brut et difficile réalisé par Oldman lui-même. C'était un projet passionnel et Besson avait parié sur lui. Alors quand Besson appela et dit « Gary, j'ai besoin que tu joues le méchant dans mon film de science-fiction un peu fou », Oldman accepta sur le champ. C'était un acte de gratitude. Ironiquement, Oldman avoua plus tard qu'il n'avait aucune idée de ce que racontait l'histoire et qu'il n'aimait même pas le film. Mais il se montra tout de même portant un étrange couvre-chef en plastique et livra l'une des performances de méchants les plus mémorables, excentriques et adorées des années 90. Il créa un Zorg, à la fois drôle et terrifiant, un marchand d'armes avec un étrange accent américain du Sud et des manières exagérées. Sa performance était la preuve du talent extraordinaire d'un acteur capable d'entrer dans un monde qu'il ne comprenait pas et de créer néanmoins un personnage entièrement convaincant et inoubliable. Cette histoire révèle aussi un autre aspect de l'industrie cinématographique. Parfois, les relations personnelles et la loyauté peuvent mener aux collaborations artistiques les plus inattendues et brillantes. 12. Plus de 1000 costumes conçus par Jean-Paul Gaultier. Luc Besson voulait que la mode du film raconte une histoire. Alors il fit appel à la seule personne capable de réaliser cela, Jean-Paul Gaultier. Le enfant terrible de la mode française ne se contenta pas de concevoir quelques tenues marquantes, il créa plus de 1000 costumes, chacun une création unique.
il imagina un code esthétique distinct pour chaque espèce et chaque classe sociale. Les Mondoshawans étaient enveloppés dans des armures dorées en forme de pyramide. Les Mangalore, une bande de mercenaires portant des mélanges chaotiques de métal de cuir et de textures brutes. Les employés de Zorg arboraient des uniformes stricts, presque fascistes. Même le personnel de l'aéroport avait ses propres uniformes taillés avec précision. Les hôtesses de l'air portaient des corsets moulants en néoprène. Les employés de McDonald's du futur avaient leur propre look. Même les passants qui apparaissaient à l'écran pendant 2 secondes portaient des costumes conçus spécialement pour eux. Gaultier inspectait lui-même des centaines de tenues chaque jour de tournage. Ce n'était pas seulement de la mode, c'était une construction d'univers cousu dans chaque couture. Dans le 5e élément, il n'y a pas besoin d'exposition. Il suffit de regarder. Et ce que vous voyez, c'est un univers habillé pour impressionner. La collaboration entre Besson et Gaultier était une fusion parfaite entre cinéma et haute couture, créant un monde qui semblait à la fois étranger et étrangement familier comme regarder un défilé de mode du futur. 13. Uwe Khan m'est devenu une icône mondiale. Le 5e élément fut sélectionné pour ouvrir le 50e Festival de Cannes, un immense honneur. Toute l'équipe du film était présente éblouissante sur le tapis rouge. Puis les lumières s'éteignirent et le film commença. Quand elles se rallumèrent, la première réaction des critiques fut des huées. Ils l'appelèrent un désastre. Ils le décrivirent comme idiot superficiel, bruyant un chaos sans substance. Ils le méprisèrent comme une imitation bon marché d'Hollywood réalisée par un Français. La conférence de presse qui suivit fut tendue avec Besson, obligé de défendre son projet passionnel face à des questions sceptiques, parfois hostiles. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit. Quand le film sortit pour le grand public, les spectateurs réagirent complètement différemment, surtout les plus jeunes. Ils se moquaient des critiques. Ils furent captivés par son univers vibrant, son humour et son énergie pure. Ils mémorisèrent les répliques de Ruby Rhod. Ils s'obsédèrent pour les cheveux oranges de Lilou. Ils rejouèrent encore et encore la scène de l'opéra de la diva. Les critiques négatives s'estompèrent rapidement, tandis que l'amour du public grandissait année après année. Le 5e élément devint un film culte, non pas malgré sa bizarrerie, mais grâce à elle. Ce que Khan avait rejeté le monde l'adopta. L'histoire a prouvé que parfois les critiques se trompent et que la véritable vie d'un film réside dans sa connexion avec le public, une connexion assez forte pour transcender les préjugés et durer des décennies. Pensez aux films de science-fiction classiques qui ont précédé celui-ci, Blade Runner, Alien. Qu'ont-ils en commun? L'obscurité. Des couloirs métalliques froids, des villes baignées de pluie et de fumée, un éclairage tamisé. Luc Besson regarda ce cahier des charges et le déchira. Sa déclaration « Le futur n'a pas besoin d'être sombre et froid. Il peut être lumineux et coloré. » Il fit un choix audacieux, tourner la plupart des scènes d'action en plein jour éclatant. La course-poursuite en taxi volant se déroule sous un ciel bleu vif. Les fusillades se déroulent dans des couloirs blancs, immaculés, inondés de lumière. Les explosions éclatent en orange vif contre des nuages dorés. C'était un pari technique énorme. Une lumière brillante expose chaque défaut dans les effets spéciaux, chaque pli dans un costume, chaque imperfection d'un accessoire. Mais c'était précisément le but. Besson voulait que vous voyiez le futur, pas que vous plissiez les yeux pour le deviner. Ce faisant, il brisa l'une des traditions les plus anciennes de la science-fiction. Il ne la rendit pas sombre, il la fit briller. Cette décision donna à Le 5e élément une esthétique unique parmi les films de science-fiction. Elle apporta un optimisme et une énergie ludique à un genre souvent obsédé par la mélancolie et la dégradation. C'était une déclaration artistique aussi audacieuse que belle, le futur peut être chaotique et dangereux,
mais il ne doit pas perdre ses couleurs ou sa joie. Merci d'avoir lu. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.